Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. À quelques jours de la finale du concours Miss Easy Global Success, les candidates se sont rendues à la plage de Lomé pour un constat après la fête du 1er mai. Quel est le résultat de cette sortie? Les réponses dans cette édition. Le Togo a mis en place un modèle de gestion durable des déchets urbains et assimilés dans la commune Golfe 1. Financé par la société Ivoire Maintenance, ce projet assurera la gestion durable des déchets urbains et assimilés, de la collecte au traitement en passant par le tri et le stockage de ces ordures dans le Grand Lomé. Et puis l'Asie du Sud-Est est frappée par une chaleur extrême qui étouffe sa population. Le mercure enregistre une température de plus de 5 degrés Celsius qui rend invivables les régions touchées. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les candidates à l'élection Miss Easy Global Success 2024 se sont rendues à la plage de Lomé le jeudi dernier pour un constat après la fête du travail. Constat amer, la plage était insalubre après la célébration de la fête du 1er mai. Elles ont redonné à la plage son air de propreté. Reportage Alexandra Adekombi et Emika Gatché. Au lendemain de la fête du travail, la plage de Lomé présente une atmosphère de bazar. Situation pressentie par le staff du comité Miss Global Success, il a déployé les candidates en lice sur le lieu pour le rendre propre. Avec des coups de balai, dans une ambiance chaleureuse, elles ont redonné l'éclat à ce lieu paisible, rendu insalubre. À notre arrivée, la plage était vraiment sale. Il y avait des ordures par terre, des sachets de fond. Il n'y avait que des ordures en fait. Et là, on a essayé de ramasser et balayer. Bon, là maintenant ça vaut mieux. Hier, c'était le 1er mai et ceux qui sont venus fêter ici ont vraiment mis du bazar avant de partir. Donc nous sommes venus ici pour pouvoir mettre propre la plage. De ma part, j'invite mes frères et sœurs à plus prendre soin de la plage parce que la plage est un site touristique et vraiment tout le monde vient ici pour se détendre. Et s'il y a le bazar, je ne pense pas que ça sera abordable et approprié à tout le monde. Normalement, ceux qui étaient là hier, avant de partir, ils devaient au moins ramasser quelques déchets avant de partir, mais ils n'ont pas fait, ils ont laissé ça comme ça. Donc je pense que c'était pas normal. Normalement, ils devaient le faire. Et j'invite aussi les autres à le faire, même si eux, ils n'ont pas pu le faire. D'autres aussi peuvent le faire. Faisant d'une pierre deux coups, les candidates ont profité de cette sortie pour mettre en terre de jeunes plants de cocotiers. Nous avons eu à planter des cocotiers pour assurer l'ombrage et surtout la belle vue, la belle image de notre plage de Lomé. Alors, j'invite massivement les plages privées à prendre soin de cette place-là qui est très importante pour notre patrimoine togolais. Merci. La cause défendue par cette compétition est un grand avantage pour la population dans le contexte de la propriété des lieux publics, la lutte efficace pour la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Au Togo, la commune du Golfe 1, située dans le district autonome du Grand Lomé, envisage de créer un modèle de gestion durable des déchets urbains et assimilés pour ses habitants. Pour y parvenir, les autorités ont commencé l'identification et la sensibilisation des producteurs, notamment en matière de tri et d'élimination des déchets dans la ville de Lomé. Regardez. Le Togo avance progressivement dans la lutte pour la gestion durable des déchets urbains avec la mise en place des stratégies pour lutter contre la pollution dans ces villes. À cet effet, un modèle de gestion durable des déchets urbains et assimilés a été mis en place au Golfe 1, une commune du district autonome du Grand Lomé. Depuis janvier dernier, 80 agents recenseurs sont à pied d'œuvre dans cette municipalité de près de 797 000 habitants pour identifier les producteurs de déchets qui jonchent les rues. Dans un premier temps, l'opération se concentre sur les ménages. Ainsi, les agents recenseurs passent dans chaque foyer munis d'un questionnaire auquel les habitants doivent répondre. Outre l'identification du producteur, les agents identifient le type de déchets produits par chaque ménage et le procédé d'élimination utilisé.
Les autorités du Golfe 1 s'appuient sur le financement de 14 millions de francs CFA de la société Ivoire Maintenance pour mener à bien cette opération. Ce financement permettra également la mise en place d'un système de gestion durable des déchets urbains et assimilés, de la collecte au traitement en passant par le tri et le stockage de ces ordures. Pour la réussite de cette démarche, chaque ménage du Golfe 1 sera doté d'équipements adaptés pour effectuer un travail de tri et de stockage en amont. Dans le même temps, la sensibilisation des habitants du Golfe 1 à une gestion durable des déchets permettra de réduire la pollution dans la capitale togolaise Lomé, qui produit à elle seule 350 000 tonnes de déchets par an, selon l'Agence française de développement. Parlons toujours des déchets plastiques, mais cette fois-ci au Kenya, où plus de 480 tonnes de plastique sont générées au quotidien malgré l'adoption d'une loi révolutionnaire en 2017 interdisant les sacs en plastique à usage unique. À cet effet, plusieurs négociateurs venus de 175 pays du monde se sont réunis à Ottawa, au Canada, afin de finaliser l'accord pour limiter la pollution plastique, notamment dans les océans. Plus de précisions dans ce récit. À Nairobi, au Kenya, la population lutte chaque jour pour faire face au volume de déchets plastiques qui détruit leur pays. Dans une démarche visant à intensifier ses efforts de lutte contre la pollution plastique, le Kenya avait en 2017 interdit les sacs plastiques à usage unique pour un usage domestique et commercial. Seulement, malgré les actions du gouvernement et des populations, le pays croule sous le poids du plastique. Prenant part aux travaux de la 4e session du comité de négociation intergouvernementale CNI à Ottawa, au Canada, le gouvernement kényan et d'autres experts plaident pour une solution définitive d'ici fin 2024. Le Kenya, pays de 56 millions d'habitants, produit quotidiennement plus de 480 tonnes de déchets plastiques par jour, soit 20% des 2400 tonnes de déchets générés par jour, selon un rapport de la Banque mondiale. Selon Luis Vaya Valdivesco, président du comité de négociation intergouvernementale, leur responsabilité est de parvenir à un traité qui reflète l'urgence de mettre fin à la crise de la pollution plastique et qui répond aux attentes des citoyens de tous les pays. Pour résoudre le problème de la pollution plastique, de nombreux délégués d'Ottawa insistent sur le fait que la conférence devrait supprimer l'utilisation des produits chimiques spécifiques. Étant donné que beaucoup de ces produits chimiques sont basés sur des produits pétrochimiques, ils sont étroitement liés à la production du pétrole. Deux cérémonies dans le cadre d'un vaste programme de réhabilitation et d'aménagement de la voirie ont été lancées au Bénin par le gouvernement. Il s'agit notamment du projet Asphaltage Phase B ainsi que le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. Cette double cérémonie s'est déroulée en présence des autorités en charge et les populations bénéficiaires. Rafitou Mbieriko. Après l'achèvement de la phase 1 du projet asphaltage en 2021, la deuxième phase a démarré la semaine dernière sur toute l'étendue du territoire béninois. Cette deuxième phase va durer 3 ans et est destinée comme la première à la réhabilitation et à l'aménagement. Celui-ci sera exécuté en même temps avec le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, conçu pour améliorer le cadre de vie et atténuer les effets des inondations cycliques qui touchent les zones visées. Il sera mis en œuvre dans 16 villes du Bénin. La réalisation de l'ensemble de ces deux projets est évaluée à 684 milliards de francs CFA mobilisés auprès des partenaires techniques financiers. Ils permettront à l'horizon 2026 de construire plus de 200 km de grands collecteurs d'eau pluviale, plus de 230 km de voies, d'équiper les rues et les espaces aménagés en lampadaires, panneaux de signalisation de sécurité routière, la création d'espaces verts, la réparation des clôtures des écoles, ainsi que la construction de nouvelles salles de classe des abords des rues traitées.
Les premiers coups de pioche symboliques ont sanctionné cette cérémonie de lancement officiel du projet Asphaltage B ainsi que celui du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires avec la ferme promesse des entreprises engagées de respecter les cahiers de charges et les délais contractuels. À Abomey-Calavi, les travaux ont été lancés par des cérémonies solennelles. L'événement a réuni les autorités gouvernementales, le préfet du département de l'Atlantique, le maire de la localité et des responsables de la Société des infrastructures routières et l'aménagement du territoire. Le Salon international de l'agriculture au Maroc s'est tenu du 22 au 28 avril dernier dans la ville de Meknès. Le royaume chérifien, confronté aux défis majeurs liés à la sécheresse, a accueilli cet important rendez-vous agricole international. Il s'est distingué cette année par son engagement envers la résilience climatique et la durabilité de l'agriculture. Léonce Sabou. Pour sa 16e édition, le Salon international de l'agriculture au Maroc, SIAM, a rassemblé près de 1500 exposants en provenance de 70 pays avec une estimation de 800 000 visiteurs. Dans un espace de plus de 10 grands chapiteaux, une variété de produits et services agricoles sont présentés, allant des fruits et légumes au système d'irrigation, en passant par les engrais. Ceci témoigne ainsi la diversité et la richesse de l'agriculture marocaine et internationale. Au-delà des expositions, le SIAM offre une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs du secteur, favorisant ainsi les discussions autour des défis actuels et des solutions innovantes pour assurer la durabilité de l'agriculture dans un contexte de changement climatique. Cet événement vient à point nommé alors que le secteur agricole du royaume chérifien est durement touché par les conséquences dévastatrices de la sécheresse. Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture a pris des mesures urgentes pour parer à la pénurie d'eau, notamment par la mise en place des nouvelles installations de dessalement d'eau de mer. Organisé par le ministère de l'Agriculture marocain, le SIAM est reconnu comme le plus grand événement agricole en Afrique, preuve de l'engagement continu du Maroc pour le développement durable de son agriculture. Cette année, l'Espagne était à l'honneur en tant qu'invité spécial du salon, renforçant ainsi les liens et les échanges entre les deux pays dans le domaine agricole. Le SIAM s'est déroulé du 22 au 28 avril. Il a offert une occasion unique de découvrir les dernières innovations agricoles, de promouvoir les échanges internationaux et de renforcer la coopération pour un avenir agricole plus résilient et durable. Au fin fond de l'Afrique se dessine une ombre paradoxale. L'Ouganda, pays à la fois fragile et ambitieux, aspire à devenir un nouvel acteur pétrolier, remettant en question l'engagement mondial pour le climat. Léon Sagbo nous en parle dans ce récit. Alors que le monde cherche à se libérer progressivement des énergies fossiles, l'Ouganda continue d'avancer sur un projet audacieux qui est de devenir un pays producteur de pétrole en 2024. L'intention est certes controversée, compte tenu du consensus mondial sur la nécessité d'abandonner ces énergies, comme convenu lors de la COP28 à Dubaï. Malgré cela, l'Ouganda ose imaginer une trajectoire semblable à celle de la Norvège, qui a utilisé ses ressources pétrolières pour diversifier son économie et garantir sa richesse au-delà de l'or noir. L'Ouganda n'est pas seul dans cette quête. D'autres pays africains, tels que le Sénégal et le Niger, préparent leur entrée dans le cercle fermé des exportateurs d'or noir. Le projet d'oléoduc auquel le pays se consacre pourrait jouer un rôle crucial dans cet élan pétrolier naissant. Le gouvernement ougandais soutient activement cette initiative car il considère qu'il s'agit peut-être là de l'occasion idéale de sortir du marasme socio-économique dans lequel le pays est plongé. Néanmoins, certaines analyses prennent cette initiative pour une atteinte à l'environnement. Pourtant, pour l'Ouganda, l'appétit pour l'or noir dépasse l'aspect financier. C'est également un moyen d'aspirer à quelque chose de plus grand que cette pauvreté qui plane sur le pays. Étant l'un des pays à très faible produit intérieur brut par habitant au monde, l'Ouganda voit dans le projet pétrolier une occasion de créer des emplois
de stimuler l'économie et d'améliorer les conditions de vie des jeunes majoritairement ruraux. L'Ouganda se projette dans un avenir où sa manne pétrolière lui permettra de vérifier son rêve de prospérité. Cette ambition dépasse les seules frontières de la nation et rejaillit sur la région de l'Afrique des Grands Lacs, jusqu'ici majoritairement tournée vers une économie basée sur l'agriculture. L'État ougandais est cependant confronté à un paradoxe qui est de pouvoir concilier son ambition pétrolière avec le respect de l'environnement. Le caractère controversé de son projet souligne les défis auxquels il doit faire face dans un monde de plus en plus soucieux du changement climatique. L'Ouganda pourrait-il réussir à mener à bien ce projet climato-sceptique tout en respectant les accords environnementaux? Toujours est-il qu'on se demande si le pays saura accorder ses aspirations à la prospérité et la nécessité de préserver l'environnement pour les générations futures. Réunis à Turin en Italie la semaine dernière, les pays du G7 ont trouvé un accord sur la fin des centrales à charbon. Ils se sont engagés à fermer progressivement les centrales à charbon sans dispositif de captage de carbone d'ici 2035. Le point avec Rafetou Beriko. Les ministres de l'Environnement et de l'Énergie des pays membres du G7 étaient à Turin, en Italie, pour la première grande réunion politique sur le climat. La rencontre a permis aux pays du G7 de trouver un accord sur la suppression progressive d'ici à 2035 des centrales électriques au charbon ne disposant pas de dispositif de captage de carbone. Le charbon étant l'énergie fossile la plus polluante, l'entente était néanmoins grande sur ce sujet. Le chef de l'ONU Climat, Simon Stiel, avait lui exhorté les pays du G7 à utiliser leur poids politique, leur richesse et leur technologie pour sortir des énergies fossiles. Certains pays comme la France militaient aussi pour que le G7 abandonne le charbon d'ici 2035. Mais d'autres pays ne partageaient pas cette vision. Le Japon, dont un tiers de l'électricité provient du charbon, se montrait en effet particulièrement réticent à fixer une date butoir. Selon Climate Analytics, les centrales à charbon allemandes représentaient encore 40 gigawatts de capacité en 2022, les japonaises 53 gigawatts et les américaines 212 gigawatts. Ensemble, les pays du G7 représentent 38% de l'économie mondiale et sont responsables de 21% des émissions de gaz à effet de serre, selon les chiffres pour 2021 de l'Institut d'analyse du climat. La question des finances à la réunion de Turin a aussi été l'occasion d'échanger au sujet du financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Les militants du climat demandent une aide accrue aux pays en voie de développement pour décarboner leur production industrielle, notamment les secteurs de l'acier et du ciment. Or, en vertu d'une convention de l'ONU sur le climat de 1992, seule une petite poignée de pays à revenus élevés qui dominaient l'économie mondiale à l'époque se sont engagés à financer cette lutte. Cela n'incluait pas la Chine, devenue aujourd'hui le pays le plus émetteur de gaz à effet de serre. Les ministres du G7 ont déclaré que les efforts visant à collecter des fonds pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre le changement climatique devraient inclure tous les pays en mesure de contribuer. Les pays se sont mis d'accord pour tripler les capacités mondiales en énergie renouvelable et sortir des énergies fossiles, mais le financement de cette transition pose problème, notamment pour les pays les plus pauvres. Les pays du sud-est du continent asiatique subissent des épisodes de chaleur extrêmes. Du Vietnam au Cambodge, en passant par le Bangladesh et la Birmanie, le mercure s'est affolé jusqu'à dépasser 5 degrés Celsius des températures moyennes au cours de cette période. Ceci prouve encore une fois qu'aucune région du monde n'est épargnée par les fortes températures. Vivace Amana. 4 pays sont principalement touchés par cette vague de chaleur dans la région d'Asie du Sud-Est. Il s'agit du Vietnam, du Bangladesh, de la Birmanie et du Cambodge. Les populations de ces pays suffoquent sous des chaleurs extrêmes depuis la semaine dernière. Je transpire beaucoup lorsque je travaille. Je dois me protéger de la chaleur en portant des chapeaux, des manches, en mettant de la crème.
La région qui fait partie des plus vulnérables au changement climatique est accablée depuis plusieurs jours par des températures records. À Dakar, la capitale du Bangladesh, les températures maximales moyennes relevées au cours de la semaine écoulée ont excédé 4 à 5 degrés Celsius, les moyennes établies sur les 30 dernières années à la même période. Aux Philippines, le thermomètre affichait 38,8 degrés Celsius et la température ressentie s'élève jusqu'à 45 degrés Celsius, un seuil jamais ressenti auparavant à ce moment de l'année. La chaleur est extrême, elle me fait mal à la tête. J'ai déjà très chaud, mais c'est pire pour mon fils, parce qu'il fait des crises quand il fait très chaud. Au vu des dernières prévisions d'indices de chaleur et l'annonce d'une grève nationale dans les transports, le ministère philippin de l'Éducation a décrété la suspension des cours en présentiel dans toutes les écoles publiques pendant quelques jours. Ainsi, 47 000 établissements seront fermés. Le même scénario est prévu au Bangladesh car la chaleur est trop forte. Au Cambodge, par contre, les cours continuent, mais les conditions sont insupportables. Quand il fait si chaud, j'ai mal à la tête et j'ai du mal à rester jusqu'à la fin du cours. Aussi, le secteur agricole n'est pas épargné par cette canicule, comme le témoignent ses cultivateurs. C'est très difficile, on ne peut pas planter par cette chaleur. Ça revient à gaspiller de l'argent. C'est le manque d'eau dans les sols qui pose problème. Même en continuant à arroser, ça ne pousserait pas. Regardez la terre, elle est toute craquelée. Les conséquences sont lourdes parce qu'on ne peut rien récolter à cause de la chaleur. Ça ne pousse pas correctement. Ces plants sont incapables de produire des légumes. Les habitants de la région prient pour que les pluies tombent afin de pouvoir s'en sortir. Quant aux scientifiques, ils préviennent que les températures caniculaires vont toujours être d'actualité en raison du changement climatique provoqué en partie par des activités humaines. Ainsi s'achève cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International, l'information continue. À très bientôt.